Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au dernier épisode de la saison 1 du podcast Là on jase, un podcast qu'on a mis tellement d'efforts, que toute l'équipe a mis de l'effort pour vous donner le meilleur contenu possible. On s'est assuré d'avoir les meilleurs invités et puis on vous promet d'être encore meilleur à la saison 2. Donc on vous a fait un petit récapitulatif de la saison 1, tous les meilleurs extraits de chacun de nos invités. Donc sur ça, je vous dis bonne écoute et à tantôt. Tu disais tantôt que tu es religieux. Tu es très religieux. Qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie d'aujourd'hui? Tu sais, je veux dire, bon, évidemment, tu as des croyances peut-être différentes que certains, mais au quotidien, la religion pour toi, c'est quoi? Ben écoute, religion, je pense que à travers mon évolution, etc., je pense que je pourrais plus dire que c'est de la spiritualité. Okay. Parce que, mettons, l'Église organisée en soi, j'y ai participé quand j'étais jeune, même dans ma vie adulte un peu, puis je me rends compte que souvent, mettons, le message est extraordinaire, mais il est comme un peu... il y a certains hommes qui se l'approprient, hommes, quand je parle des humains, là, qui se l'approprient d'une façon peut-être un peu négative, puis on passe à côté un peu de l'essence de tout ça, mais tu sais, je sais pas, tu sais, moi j'aime bien... Le message pour toi d'Adam et Ève, puis la Bible en soi, est-ce que tu le prends à la lettre ou tu le vois vraiment comme un message? Ben, voici comment je pourrais te le dire. Tu sais, mettons le lièvre et la tortue, là. OK? Ouais. Tu sais, genre, ben, tu sais, il y a comme l'histoire du lièvre qui court vraiment vite, mais qui finit pas, tandis que la tortue, elle est plus lente, mais plus constante, puis c'est elle qui gagne la course. Ouais. Tu sais, ben, tu sais, c'est une métaphore pour enseigner un certain message. Est-ce qu'il y a vraiment eu une lièvre puis une vraie tortue? Tu sais, comme je pense pas que c'est vraiment arrivé. Ouais. La Bible, je pense que c'est rempli d'histoires de même. Tu sais, après ça, mettons, Adam et Ève, dans le fond de mon cœur, je pense pas vraiment que ça c'est arrivé. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut apprendre de ça? Probablement que oui, tu sais. Puis quand on se met à... Quand on écarte un petit peu le côté plus religion organisée, puis qu'on se met à avoir plein d'histoires de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, de gens qui ont passé à travers certaines adversités, qui ont eu la foi de croire en quelque chose. Tu sais, la même foi que ça te prend pour croire que ta vie va aller mieux, mettons, c'est des trucs qui sont très importants dans l'entrepreneuriat. Même, c'est important dans ton couple, tu sais, quand ça va moins bien, de penser qu'à travers le respect, de traiter l'autre comme tu veux être traité, etc., c'est toutes des valeurs qui sont importantes pour moi puis que j'essaie d'appliquer, tu sais, dans mon quotidien. Mais après ça, tu sais, c'est ça. Moi, je suis pas comme gêné de parler de religion. Mais mettons, c'est ça, je pense qu'il y a comme le message, dépendamment de qui tu l'écoutes, il peut être bien différent. Puis moi, j'ai pas la prétention de dire que je suis une meilleure personne à cause de ça ou pas. Mais tu sais, moi, mettons, c'est des lignes directrices que j'applique dans ma vie, là. Très intéressant. Ouais. Très intéressant parce qu'on dirait que des fois, la religion, c'est tabou, le monde mais en fait, il y a de la place pour tout le monde. Ah, et puis 100%. Puis, tu sais, mettons, moi, j'aime bien ça donner cette anecdote-là, mais tu sais, moi, le Luc, mon père, le matin, ma mère, tu sais, il est vraiment pas religieux, il est pas catholique, il croit pas en rien, il va pas vraiment à l'église, mais tu sais, c'est un gars qui est respectueux, qui est poli, il a toujours été correct avec tout le monde, il traite les, tu sais, puis t'as d'autres personnes qui vont à l'église à tous les dimanches, mais c'est des petits trous de cul, tu sais. Fait qu'à la fin de la journée, mettons que le petit Jésus, mettons que tu y crois ou tu y crois pas, il regarde ça, ben, tu sais, il se dit-tu, ben, lui, il est bon parce qu'il va à l'église, mais dans le fond, il a un impact négatif. Ben oui. Puis l'autre personne, ben, tu sais, c'est un bon membre de la société, il est respectueux, il a bien traité sa femme, ses enfants, il a toujours été comme un humain exemplaire, ben, tu sais, lequel des deux à la fin de la journée, je suis pas sûr que, mettons, quand la balance, ça va être pesée vraiment à la fin de toute l'histoire, là, mettons, là, je suis pas convaincu que, mettons, la religion, ça va être la seule question d'examen, là, tu sais. Oui, non, 100%. Ouais. Puis, ceci étant dit, je pense que c'est important de toujours croire en quelque chose, que ce soit la religion, que ce soit toi-même, d'avoir des croyances, puis d'y croire fondamentalement. C'est aussi ça, peut-être une base de la société aussi. Oui, 100%. Que je pense. J'ai comme plein de questions pour toi, mais j'ai goût de qu'on plonge tout de suite dans la question corsée. Ça te tente-tu? C'est une question, dans le fond, qu'on pose à chacun de nos invités. Okay. Puis, si tu veux, on en pigera deux. On va commencer par un, puis on y va avec ça. OK. Fait que c'est ceux-là, là? Voilà. Ouais. Si tu veux pas aller, pitch-la, puis on recommence avec un autre. Quels sont les livres, ressources ou habitudes qui ont eu le plus grand impact sur ton développement personnel et pourquoi? Puis avant que tu répondes à cette question-là, il faut que les auditeurs ils savent que c'est une bonne question, je pense. Tu es quelqu'un qui lit beaucoup, tu fais beaucoup d'audiobooks, tu es quelqu'un de très instruit à ce niveau-là. Fait que, honnêtement, ça n'aurait pas pu mieux tomber. Oui, vraiment, la question tombe bien. Ben, en fait, l'affaire, c'est que
mettons, moi, un des livres qui a vraiment été comme un catalyseur, mettons, dans ma vie, c'est The 10X Rule de Grant Cardone. Okay. Mais tu sais, à ce moment-là, j'étais jeune, fait que tu sais, dans le fond, je sais pas, tu sais, les gens qui m'entouraient, mettons, là, le but, c'était comme d'avoir une Civic neuve puis d'aller en voyage 2 fois par année ou 1 fois par année, là, tu sais, comme... Puis là, moi, j'avais besoin puis je me sentais mal de vouloir plus. Puis, mettons, ce livre-là, il m'a amené à pas être gêné de vouloir plus. Tu sais, comme de vouloir autre chose, de vouloir, tu sais. Fait que, mettons, à ce moment-là, c'est ça que j'avais besoin. Des livres qui ont vraiment été bons. Ben, t'en as un, juste là, le principe du 80-20. C'est parce que l'affaire, c'est que... Je l'ai pas encore lu, d'ailleurs. Ouais, il est vraiment solide. Dans le fond, grosso modo, c'est la règle de Pareto, là, qui est comme, tu sais, 80% de tes clients, tu sais, 20% de ton profit... 80% de ton profit provient de 20% de tes clients, profit et non revenu. Là, mais mettons, ça s'extrapole, mettons, plus loin. Fait que, si tu regardes, exemple, 80% de 80%, c'est 64%, puis 20% de 20%, c'est 4%. Fait que 4% de tes clients représentent 64% de ton profit. T'sais. Puis là, si tu le regardes, mettons, d'un point de vue, quand tu zoomes out, mettons, tu te dis, OK, ben, hey, mettons, le Canadien de Montréal, genre, les bancs, mettons, là, comme les gens qui vont regarder les matchs, mettons, ça représente X nombre de pourcentage. Mais si tu regardes, mettons, il y a peut-être 15 annonceurs qui dépensent des millions de dollars en publicité, puis eux autres, mettons, c'est ces 4%-là qui représentent peut-être un très gros pourcentage de leurs revenus. Puis là, mettons, tu peux l'aligner. Ça veut dire quoi dans notre business, à nous autres? Ben, ça veut dire que c'est parce que le livre aussi, il parle du fait que tu peux leur virer de bord, fait que 80% de tes pertes viennent aussi de 20% de tes clients qui te respectent pas, qui ont pas les, tu sais, que t'es juste pas la bonne personne pour les servir. Puis mettons, moi, c'est ça, je me suis rendu compte que dans tous les business que j'ai eu, j'avais des clients qui me tiraient vers le bas. Puis mettons, des fois, c'est juste correct de laisser ça aller, puis de dire, ben regarde, malheureusement, je suis pas la bonne personne pour te servir. Tu me fais pas confiance, je ne pas à travailler avec toi. Puis, mettons ça. Fait que ça en est une affaire. Mais tu sais, c'est un message qui est bon pour quelqu'un qu'en ce moment, il y a peut-être un peu de brou dans le toupette. Puis qu'il vient de passer à travers une période où il a manqué de business dans sa pratique. Fait que là, il se dit, crime, je peux pas me permettre de laisser aller un client. Mais dans le fond, de laisser aller ces clients-là, peut-être que c'est ça qui va l'emmener à une autre étape. Tu sais. Fait que, mettons, ça, c'est un excellent livre pour ça. Fait que là, force spéciale, là, c'est où que tu t'es dit, bon, commence à être tanné, il est temps que je sorte et je change C'est pas que je commençais à être tanné, c'est que je voyais que j'étais plus capable de lever ma poche d'hockey. Okay. Je dormais en boule avec mon gun par terre. J'avais un épuisement professionnel et je traînais un problème de santé mentale. Tu sais, je savais que j'avais un syndrome de stress post-traumatique. C'était pas une blessure opérationnelle, avec tous les symptômes. Et beaucoup des symptômes étaient un peu atténués à cause de la médication. Mais j'étais fonctionnel. J'étais fonctionnel jusqu'à temps de réaliser qu'à un moment donné, c'est trop. J'ai une responsabilité, c'est celui d'être opérationnel, puis je ne le suis plus du tout. Puis je le vois moi-même aussi, comment je pourrais dire ça? Pas mes compétences, mais mon rendement continue de baisser, puis j'essaie toujours de peine et de misère, essayer de le cacher, essayer de faire mon travail, puis des fois, ça va prendre plus de temps, mais je vais être capable de réussir à l'accomplir. Mais là, à la maison, tu es moins présent, tu n'es pas là dans ta tête. Les symptômes sont très grands. J'étais incapable de dormir. Je dormais avec un arme en dessous de mon oreiller. C'est toutes des choses qui ont fait, à un moment donné, c'est assez. Je crois qu'il y a d'autres choses après la carrière militaire et je vais transitionner. Fait que c'est là où est-ce que je dis... Est-ce que tu savais c'était l'humour à partir de là? Oui, exactement. Ouais, wow. J'étais convaincu que je voulais tenter de faire l'humour parce que je savais que si j'avais une sortie médicale, on était supporté pendant 2 ans par nos assurances collectives. Donc, je savais qu'on avait un certain support financier qui allait me permettre, de reprendre mon souffle et après, de transitionner vers d'autres choses. J'ai toujours été quelqu'un de très drôle. Je ne doutais pas du tout de mes compétences. Par contre, de là à dire que tu fais rire du monde dans un TTB, dans un transport de troupes blindés, où tu t'en vas faire rire les gens à salle Albert-Rousseau, c'est complètement différent. Complètement différent. Clair. Par contre, le sens du punch, je l'avais. Donc, je suis allé à l'École nationale de l'humour, apprendre toutes les rudiments du métier. J'ai même été sélectionné pour le programme de jour. J'étais quand même assez avancé dans mon parcours humoristique. Et j'avais de la difficulté à être fonctionnel le matin avec la médication que je prenais. Okay. Donc, ça a été pour moi un rendez-vous manqué à l'École nationale de l'humour. Mais je suis très fier d'avoir été sélectionné. En prennent 12 par année.
My God, OK. Fait que poursuivre ma carrière. Quoi à l'école de l'humour? Plein de choses. Plein de choses, incluant de la gestion de carrière, incluant des cours de français. Puis ça commence là. Apprendre à bien écrire le français. Là, il y en a qui se disent, ouais, il ne parle pas bien. Au moins, je sais l'écrire. Ouais, c'est ça. Fait que les cours de français, c'est un métier des arts et des lettres, en fait. Donc, tu retournes un peu à l'école quand tu deviens humoriste. Même si c'est rempli de slang, mais c'est rempli de... Ouais. Puis est-ce que tu dois passer par l'école de l'humour pour être humoriste? Ou... Non, pas du tout. Pas du tout. Il y en a qui n'ont jamais passé par l'École nationale de l'humour. Cependant, plusieurs d'entre nous ont fait les cours du soir. Donc, il y en a qui n'ont pas été au programme de jour. Je pense que Christine Morancy en est une qui a refusé d'aller à l'École nationale de l'humour. Puis aujourd'hui, elle a une grande carrière. Ah oui. Donc, l'important, c'est que tu sois très pédagogique, que tu sois très intellectuel, puis tu as besoin d'une pédagogie où tu es davantage un autodidacte. C'est trouver la façon de trouver ton efficacité comique au travers de ça, trouver ton personnage de scène, puis de faire ton bout de chemin, puis à un moment donné, tu réalises si ce que tu fais plaît à un petit groupe de personnes, donc tu fais quelque chose de niché, ou tu plais à un grand public, puis après ça, ben, c'est la grande séduction vers... Puis toi, tu t'enlignes vers où là-dedans? Je pense que, je pensais au début, j'étais beaucoup plus niché. Avec le temps, je réalise que je suis plus grand public. OK. Où est-ce que je m'en vais? J'en ai aucune idée. Mais ça fonctionne très bien. Ça fait 1 an et demi que je suis en première partie de la tournée avant la fin du monde.ca. On termine. Les dernières dates là, sont 19 janvier, on est à Salle Albert-Rousseau, et le 30 janvier, on termine ça à la Salle Odyssée à Gatineau. Donc ça, cette tournée-là avec Olivier Martineau et Mathieu Cyr prend fin. Cependant, on a commencé déjà le rodage de Mathieu Cyr, son 2e spectacle solo. Et j'ai débuté une petite production avec des amis qui s'appelle Les Trois Amigos. On va se promener partout au Québec. Puis c'est dans le but de roder du nouveau matériel dans une thématique où est-ce qu'on est habillé en mariachi. Puis on n'a aucune idée pourquoi on est habillé en mariachi. Mais l'important, c'est d'avoir du plaisir. On est 3 chums qui s'amusent sur scène. 3 boys qui s'entendent bien. Puis... Oui. Donc, développer nos textes, nos capacités. C'est quoi le lien que tu peux faire entre ta vie militaire puis la vie d'humoriste aujourd'hui? Le lien? Y a-tu un lien? L'intensité, les émotions. Ah ouais, hein? Sont semblables. Puis à chaque fois, je le dis à mes vétérans candidats humoristes sur le show du souvenir, vous allez voir, vous allez sentir la même chose que vous sentiez quand vous faisiez de la préparation au combat. Prépariez votre équipement avant de monter dans le véhicule pour aller parcourir les routes de l'Afghanistan. Vous allez voir, c'est ça, puis j'ai l'image, j'attache ma veste par balle. C'est semblable. Et tu le fais avec tes textes, tu comprends? Puis là, tu es prêt à la guerre. Puis là, ils t'appellent, puis tu montes sur scène. Puis là, ben c'est toi. C'est toi, puis c'est pas grave, c'est un échec. Par contre, ce qu'on veut, on est des performants. On veut performer, donc ça prend une grande place. Et si tu arrives à l'efficacité comique, et il y a une grande émotion qui arrive, c'est beaucoup d'amour, c'est une reconnaissance. C'est tout ce qu'on peut avoir vécu après une patrouille, une bonne patrouille, où est-ce qu'il s'est passé des petits trucs, puis tu as réussi à tirer ton épingle du jeu, puis tu es fier de toi. Ça vient à dire de rester authentique. Puis ça, je pense que c'est quelque chose que tu fais très bien encore aujourd'hui. Tu es authentique à toi-même. Le maître que je parle présentement, c'est le même que je vais parler demain. Fait que c'est authentique, puis les clients le ressentent. Puis au niveau du service à la clientèle, c'est beaucoup plus dur de faker une personne que tu n'es pas, de mettre un visage à chaque client que tu rencontres, que de juste rester toi-même. Puis ceux qui t'aiment pas pour ce que tu n'es pas, ben, so be it. Là, oui, 100%. Très cool. OK, fait que là, tu passes ta licence, t'annonces là, on a commencé dans le courtage, tu fais les choses un peu d'une façon non conventionnelle. Ouais. Ça t'a amené à... Ça m'a amené à développer une super belle business. C'est ma première année, j'ai frôlé le 60 transactions. Puis après ça, tu sais, là, moi, je suis pas quelqu'un qui a des... Je ne vais pas dire des hauts standards, mais je ne suis pas un dépenseur dans la vie. Je ne suis pas un gars qui va flober son cash ou qui veut absolument s'acheter le gros char. Puis c'est correct, ceux qui c'est important pour eux autres, comme tu fais, qu'est-ce qui est important pour toi. Mais ça a fait en sorte que année 1, je me suis ramassé quand même un gros chunk d'argent de côté. Fait que, tu sais, naturellement, comme courtier immobilier, nous autres, le chemin logique, c'est comme d'investir en immobilier. Tu sais, c'est ça que tu fais, fait que c'est ça que tu veux faire. Fait que j'ai investi dans un parc immobilier, dans un secteur un petit peu plus rough de ma ville. Puis c'était des blocs qui avaient besoin de beaucoup d'amour. Donc, on avait acheté 12 portes à ce moment-là.
Puis, ça a été le bordel. Là. Les locataires, c'était l'enfer. J'ai un locataire qui s'est suicidé, qui essaie de se suicider dans le garage. J'ai un autre locataire qui habitait dans un sous-sol. Il a tout arraché le plancher, arraché la toilette. Il était là avec 3 enfants, sa femme, l'ex-conjoint, 4 chats. Ça faisait 6 mois qu'il ne payait pas. J'ai un autre monsieur qui, lui, faisait du hoarding. En tout cas, j'ai vécu plein d'affaires. Puis non seulement ça, j'ai reflippé sur 12 logements. J'en ai flippé, je pense, 8 ou 9 en dedans d'un an. Ouais, c'est énorme. Là. Ah ouais, on s'est brûlé de tête. Là. Ouais. Je me suis brûlé, puis ça a fait en sorte aussi que ça a dérouté mon focus de l'immobilier. Fait que mélanger à ça, des mauvaises habitudes de vie, des mauvais choix, de la consommation, un moment donné, j'étais plus bien. Là. Ça marchait plus mon affaire. Je voulais tout crisser là. Puis, fait qu'un moment donné, je me suis dit, OK, de la merde. Je voulais pas aller en thérapie parce que je suis quelqu'un de fier dans la vie. Puis, tu sais, je lève mon chapeau à ceux qui le font. On dirait que pour moi, comment que ma mère va le prendre, comment que ma famille, puis ma blonde là-dedans. J'ai comme trouvé une autre alternative. J'ai dit à ma blonde, je vais aller en thérapie, mais je vais t'amener avec moi. Comme elle comprenait pas trop ce que je voulais dire. So, j'ai dit, on va partir ensemble, on va tout mettre de côté, puis on va partir faire le tour du monde. Malade. So, moi et ma blonde, on est partis. Mais là, tu as vendu tes blocs là, avant de partir. Non, j'ai encore mes blocs. Okay. J'avais un partner là-dedans que je vais être éternellement reconnaissant qui m'a laissé partir, qui s'est occupé de ça. On avait des chantiers que je gérais aussi. C'est un de mes bons chums en plus. Fait que j'ai tout mis de côté. On a loué notre maison. On est parti avec un aller simple pour la Grèce. Incroyable. On est parti faire le tour du monde. On a fait une partie de l'Europe. Après ça, on est parti de l'Europe. On est allé en Thaïlande parce qu'on était tanné du froid. On est parti de la Thaïlande, on est allé à Dubaï. Après ça, on est allé en Égypte. On a fini ça à Walt Disney. Ça a tellement dû vous rapprocher aussi comme couple. Là. Ouais. Je veux dire, toi, ça t'a sûrement permis de t'évader comme tu devais, mais au niveau de votre relation aussi, parce que j'imagine que vous êtes peut-être perdu à travers tout l'immobilier puis tout. Je connais pas perdu, parce que moi et ma blonde, ça fait 12 ans qu'on est ensemble. On a tout le temps été ultra proches. On a eu méga bonne chimie ensemble. Fait que non, mais tu sais, oui, c'est sûr que la consommation amène de la distance dans n'importe quelle relation. Tu vas te rapprocher des personnes qui comptent le moins pour toi, puis ceux qui comptent le plus, ben tu vas tenter de t'éloigner un peu. Mais non, ma blonde a toujours été là pour ça, mais c'est sûr que ça nous a rapprochés. Tu sais, on était 4 mois et demi consécutifs de date one-on-one. Juste les deux. Incroyable. Quelle belle expérience. Ouais, c'était complètement fou. Puis 4 mois et demi sans consommer aussi. So, ouais. Ça a été ma thérapie. Puis là, un moment donné, à travers mon voyage aussi, c'est là que j'ai goûté. J'ai commencé à produire moi-même mes vidéos. J'ai créé, pour chaque pays, je faisais une vidéo différente. Puis quand je suis revenu, ben là, des meilleures habitudes de vie, un mindset rafraîchi. J'ai ressauté dans l'immobilier, dans le résidentiel. Non, je suis allé dans l'immobilier commercial. J'ai pas aimé ça. Je trouvais que c'était trop rigide, c'était trop cadré. Finalement, je suis retourné dans le résidentiel. Backtrack un peu, 6-8 mois. Après ça, on m'a demandé de donner une conférence devant 650 courtiers immobiliers. C'était pour quel événement? C'était pour l'événement All-In, organisé par LP Mercier. Ouais. Fait que, tu sais, puis j'ai tout le temps été un gars comme... À l'intérieur de moi, j'ai tout le temps su que j'étais un peu showman. Tu sais, je chante pas assez bien pour être chanteur. Je suis pas assez drôle pour être humoriste. Tu sais, puis je suis pas assez bon au piano ni à la guitare pour commencer à m'en aller dans un band. Mais il y avait quelque chose en dedans de moi qui m'appelait vers la scène, qui savait que j'étais fait pour ça. Puis quand j'ai eu mon call pour m'en aller faire cette conférence-là, je me suis dit, OK, this is it. Il est là, mon moment showtime. Ouais. Fait que je me suis ultra préparé. Je me suis préparé. Comme je me suis dû me préparer pendant 200 heures pour faire un speech de 30 minutes qui finissait avec un moment à la fin comme assez spécial. Puis là, ça a été révélateur. Tu sais, comme la crowd a s'élevé. C'était le plus beau moment de ma vie à ce moment-là. Je l'ai écouté sur YouTube, puis je me suis quasiment levé de ma chaise, moi et tout. Puis mes raids, là, c'est une très belle... C'était fou, là. Puis après ça, on dirait que tout a changé. Puis là, c'est là que le modèle EXP a comme pris un peu plus de sens parce que j'ai goûté aux conférences, j'ai commencé à faire du coaching. Puis là, comme quand tu regardes le domaine d'immobilier, puis le modèle d'affaires que propose EXP ou une agence comme ça, bien, ça venait comme, on dirait, tout amener ce que j'aime dans la vie en synergie. Quand tu parles, t'es très émotif, tu le dis comment que c'est, puis je pense que ça rajoute un peu quand moi je l'écoute, je le vois avec mes yeux, mais je comprends pas nécessairement, tu sais, fait que d'avoir ton aspect au niveau du panel, c'est... tu portes bien le chapeau. Ah ben j'apprécie, merci.
En connexion avec le vin, avant qu'on aille plus loin dans ton histoire, en connexion avec le vin, on a à chaque épisode une question corsée. Oups! Tant que c'est pas Pipicha, là. Tant que c'est pas Pipicha, s'il vous plaît. Non, mais il aurait pu trouver un autre nom pour ça. Voyons donc, ils ont tout le dictionnaire complet. Parce que je l'ai pas oublié. C'est ça, on l'oubliera pas. Fait qu'on a la question corsée. OK. Je te laisse piger à travers la peau. Ah, puis c'est moi en plus? Ben oui, ou je peux piger si tu veux. Non, pige donc. C'est un membre de l'équipe qui a fait des questions. Je connais même pas les questions. Ah, pas vrai? Tu veux que je pige? Oh oui. Fait que je vais pas dire que c'est à cause de toi. Si tu l'aimes pas, on va pouvoir sauter la question puis en piger un autre. Il n'y a pas de problème. À quel moment précis de ta carrière as-tu commencé à croire réellement que la médaille d'or était à ta portée? Était-ce avant, pendant ou après ta préparation pour Barcelone? Même. Tu as-tu déjà cru à la médaille d'or? Oh. En fait, là où j'ai su que je m'enlignais bien, toi. C'était au mois de janvier 1991 à Perth, en Australie, au championnat du monde. Parce que c'était comme la dernière grosse compétition avant les Jeux olympiques. Il restait une Coupe du monde au mois d'octobre. Mais tu sais, c'était comme les championnats du monde, là. Puis j'ai gagné. Puis en figure imposée, j'ai fini 5 points devant l'Américaine. 5 points, là, c'est comme 10-12 points au hockey. My God. Mais là, j'ai pogné la chienne. C'est comme... Non. Comme... On dirait que c'était trop. Moi, tu sais, je m'entraînais pour me battre. Puis là, c'était comme... Hein? On dirait que... Je me suis entraîné tout ça pour ça. Mais on dirait que ça... comme mathématiquement parlant, ça marchait pas. C'était... Fait que là, je savais que c'était possible. Mais d'y croire, je le savais. Y croire, je pense pas, je l'ai jamais cru. Puis, dans ma mentalité, parce qu'il y a plusieurs journalistes qui me challengeaient. « Sylvie, tu y vas pour l'or, hein? » Puis je disais « Non, j'y vais pour ma meilleure performance à vie. » Si je fais ma meilleure performance... Sur papier, théoriquement, ça devrait être mieux que la performance de l'Américaine. À ce moment-là, j'aurais médaille d'or. Si je nage comme un pied, ça se passera pas. Je pense que autant l'analyse que tu fais présentement des Jeux olympiques, autant que dans ce temps-là, je pense que c'était le coup de cœur du public. Là. Tu sais, les journalistes, ils aimaient ça de parler aussi parce que t'étais authentique. Ils savaient que j'étais no bullshit, là. C'est ça. Fait que, si je revenais... Des fois, ça m'arrivait, je revenais d'une Coupe du monde avec une médaille d'or. Wow! J'étais comme, non, j'ai pas corrigé mon spin pantoute, là. Comme, oui, j'ai la médaille d'or, garde elle est belle, mais non. Moi, mon objectif, c'était, oui, de gagner, mais de corriger mes spins. Parce que dans mes spins, j'étais toujours un peu inclinée vers la gauche, et je le suis encore. Okay. Comme, me corrige pas vite, hein? Mais tu sais, j'étais capable de dire, OK, oui, j'ai gagné la Coupe du monde, mais non. Fait que ça faisait qu'il était comme, elle est spéciale, la bonne femme, là. Tu sais, capable de dire, de nous remettre à notre place, dans le fond, ou de remettre la vérité, de nous faire comprendre. Fait que quand il essayait de me faire dire, tu t'en vas aux Jeux olympiques pour la médaille d'or, non. Comme, tu me feras pas dire que je vais... Est-ce que j'en rêve? Oui. Est-ce que je vais là pour ça? Non. Parce que gagner une médaille d'or, si j'ai pas bien nagé, non, je dormirai pas bien ce soir. Là. Très humble. Peut-être. Mais pour moi, c'est 1+1. C'est comme ça. J'ai une question un peu atypique. Je me suis toujours posé cette question. Comment ça gagne sa vie, un athlète olympique? Est-ce que c'est payant gagner une médaille d'or? Comment ça fonctionne au niveau des rémunérations? Ça gagne pas sa vie. Ça gagne pas sa vie? OK, bon. Ben, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu différent. Mais dans mon temps, tous les athlètes étaient à l'école à temps plein, puis finissaient les Jeux olympiques, puis retournaient à l'école ou avaient leur métier. Mais les commanditaires, rien de ça? Bien, il n'y en avait pas vraiment dans le temps. Moi, j'ai été dans les choyers. Quand je suis revenue des Jeux olympiques, j'ai été engagée par la Banque nationale. Fait que je travaillais pour la Banque nationale. Donc, ils me faisaient faire des tournées, des conférences, des choses comme ça. J'ai eu le privilège d'avoir, pendant un petit bout de temps, une émission de télévision, mais je n'étais pas très à l'aise à ce moment-là. Et
j'ai eu ma ligne de maillot de bain, fait que j'ai joué le mannequin. Mais tu sais, c'était des petits contrats qui sont arrivés, rien comme Michael Phelps ou comme Summer McIntosh aujourd'hui, où aujourd'hui, les athlètes olympiques, la carrière olympique, c'est une business. L'épisode d'aujourd'hui est une commandite des entretiens Raven, une compagnie de lavage de fenêtres et revêtement extérieur. Si vous voulez redonner un éclat à votre maison, contactez-nous au numéro de téléphone suivant. On va s'assurer de vous produire une soumission rapide à prix compétitif. Bonne écoute. J'aime cette partie-là de me nourrir du personnage. Moi, je suis un acteur qui arrive fucking préparé, je sais mes textes, je les sais parce que je veux plus que ça soit une béquille. Puis je peux réagir. Je vais avoir une roche dans mon soulier, je la laisse là, je dis, il y a une roche, donc je vais me servir de tout. Wow. Parce que le texte est plus un embûche. Il y a des textes qui sont plus difficiles à rendre. Des fois, les auteurs, tu dis où il veut aller avec ça, alors qu'il y a d'autres textes, c'est une partition. Si j'ai à jouer Molière au théâtre, mais Molière, c'est une partition, tu as juste à suivre la ponctuation et tout est facile. Okay. C'est un génie de l'écriture. Ce gars-là, quand tu fais « My God », alors des fois, il y a des auteurs, tu dis « OK, c'est plus compliqué, il faut que je remette le texte au bon endroit, où il veut aller, qu'est-ce qu'il veut dire. » Puis une fois que tu as compris, puis tu t'entends avec le réalisateur, bang, là, entre action et coupé, la magie se passe. Incroyable. Ouais. Je pense que, tu sais, c'est... Tu dis, toi, tu fais ça, mais je pense que il n'y a pas de seule raison pourquoi tu es un des meilleurs au Québec. Hein, on s'entend? Ben, parce merci, que pour ta moi préparation... Mais non, mais tu as été un impact pour, je pense, tout le monde qui est ici en studio. Mais tu sais, le fait que tu t'émerges tellement dans ton personnage, tu deviens ton personnage... Là, je t'arrête. Là, je ne deviens pas un personnage. Okay. Parce que si j'ai un couteau dans les mains et je deviens le personnage, tu sors de scène. Tu fais « Oh my God, il est en psychose. » Parce que moi, j'ai vu des acteurs faire des trucs intenses, on sortait de scène et on faisait... on rentrait. Et là, le public fait « Ah! » Tu fais « Ben, tu peux pas devenir un personnage. » Si je deviens un personnage, j'oublie la mise en scène, j'oublie que le réalisateur me dit « À tel moment, il faut que tu prennes ton verre parce qu'on a une shot de caméra. » Et les fois que tu dis « Je suis le personnage, je suis un chevalier », tu fais « Crème, c'est à moi de dire la réplique. » Tu l'as oublié. C'est tout le temps Hugo qui est là. Okay. Et ça, cette question-là, beaucoup de gens me disent « Ah, vous entrez dans la peau. » Non. Il y a une manière de, comme je t'ai dit, quand tu sais ton texte, quand tu t'es bien préparé, quand tu dis de quelle façon il peut respirer, t'ajoutes des coches, des éléments à qui Hugo est. Wow. Incroyable. Mais t'es pas juste acteur. Non. T'es pas juste acteur? Non. Conférencier? Oui. Écrivain? Auteur, oui. Auteur? Écrivain, non, c'est un jour peut-être écrivain, là, mais plus auteur. Je pense que t'as une belle histoire à raconter aussi. Là. Moi, je lirais ton livre. Là. Oui. Ben, écoute, peut-être, mais en même temps, il y a tellement des bons auteurs. C'est une job écrire. Oui. C'est une belle schizophrénie. Ah oui, là, après, ils s'embrassent. Moi, je les appelle mes schizophrènes heureux. Là, mais là, ils font... Puis en même temps, tu étais devant ton écran. C'est surtout en télé, au rythme où ça va, j'ai tellement un respect pour les auteurs et les autrices. Quel métier! Quel beau métier. Ça part de là. Il y a 3 choses pour réussir un show. Un bon texte et un bon texte. OK. C'est là que tu as un bon show. Wow. C'est la base de tout. OK. Si tu n'as pas un bon texte, là, tabarouette, ça, tu travailles fort. Tu perds tout le monde. Ouais, les acteurs sont pas intéressés. Ouais. Puis... Fait que là, tu as décidé de... C'est où est-ce que ça a parti être conférencier? C'est quand que tu décides? Je suis bon là-dedans, moi. C'est quoi ta lancée d'idées avec ça? 98, moi, j'ai commencé en 88, l'acting. 98, un moment donné, moi, les gens qui me connaissent depuis longtemps me disent ça nous étonne pas que tu sois conférencier. T'as tellement une grande gueule. Mais en même temps, je suis quelqu'un de curieux. Je suis quelqu'un qui aime faire découvrir les choses aux gens. J'aime allumer. Je suis un allumeur de réverbère. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'à un moment donné, il y a une petite flamme, qu'il y a quelque chose chez l'humain, peu importe dans quel domaine tu œuvres, je veux que ça commence comme ça. Il faut que la petite flamme allume, puis le gaz arrive, et les possibilités s'enclenchent. Donc, le téléphone, à un moment donné, sonnait un peu moins. J'ai dit, garde, j'ai un autre corde à mon arc. Ça m'intéressait. Je voulais aller parler aux jeunes dans les écoles. Puis c'était tellement compliqué à mener, tellement pas payant. Tu dis, OK, je vais faire l'inverse, je vais parler au prof qui, lui, va avoir un impact sur le jeune. Alors, ça a commencé comme ça. C'était action, soyez l'acteur, l'actrice de votre vie.
je me suis mis... J'aime lire. Moi, je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup de romans. J'aime lire des trucs qui m'amènent à m'améliorer. Et là, c'est là que ça a commencé. Et au tout début, je pense qu'on était 7-8 conférenciers. Il y avait Jean-Marc Chaput, André Raté, qui était une conférencière qui était extraordinaire, Marcel Leboeuf. Il y en avait peu. Et aujourd'hui, tu fais un trou d'un coup au golf et tu as le goût d'être conférencier. Ça fait partie de la réalité. Les gens ont beaucoup de choses à dire. Coach de vie, ça, je les laisse aux autres. Ça, je suis pas un coach de vie. Moi, je suis... Mais il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de coachs. Ça se peut. Oui. Il y en a de très bons. Peut-être qu'il y en a des moins bons. Je laisse les gens juger. Alors, ça a amené Je m'étais dit, le 26 février, à la date de naissance de ma mère, il faut que j'ai un produit, il faut que j'ai de quoi, il faut que j'ai une structure que je veux proposer en septembre. Alors là, je tournais, j'avais des jeunes enfants, je jouais au théâtre, je faisais 15 minutes par jour. Puis un moment donné, j'en faisais 20, des fois j'en faisais une demi-heure, mais j'avançais. Puis je me disais, un moment donné, je serai sur scène, puis je vais donner ma conférence. C'était quelque chose qui m'allumait. Et je sens que tu vas me demander, qu'est-ce que tu aimes mieux entre être acteur ou conférencier? Est-ce que je me trompe? Parce que souvent, on me pose la question. Non, je t'ai pas aligné là-dessus, mais va tant qu'être là... Les deux. Les deux, hein? J'ai 2 enfants et je les aime les deux différemment pour ce qu'ils sont, pour ce qui m'apportent les deux. C'est 2 vocations, 2 passions pour moi. Je pense que tu as dit aussi quelque chose de super intéressant, que tu n'avais pas le temps, tu étais débordé, mais tu t'es dit 10, 15, 20 minutes par jour, puis de fil en aiguille, ça a développé quelque chose. Tu sais, si vous avez, pour les gens qui nous écoutent, s'ils ont des projets, puis s'ils ont des ambitions, tu sais, le meilleur temps de commencer, c'était hier. Tu sais. Fait que commencer, puis même si vous n'avez pas le temps, puis même si vous ne savez pas par où commencer, commencez. Un 10 minutes, un 15 minutes, puis de fil en aiguille. Il va arriver quelque chose. C'est Joe Scott qui avait spécialiste du temps qui disait 15 minutes par jour. Essayez-le. Puis, tu sais, pas d'excuse. T'es fatigué ou pas, puis à un moment donné, t'en fais juste 15 minutes. Tu dis, je l'ai fait. Puis, t'arrives au bout de tes... Si tu lis 15 minutes par jour, c'est une moyenne de 6 livres par année. 6 livres qui vont t'apporter quelque chose, et la lecture, c'est quelque chose d'important. L'humain, quand il gravait dans la roche, ça date, ça vient de... C'est tellement vieux. Tu veux savoir de quoi de spécial? C'est-à-dire, chez nous, on n'est pas trop cadeaux dans ma famille. Mais fait que cette année, tout le monde a dit on faisait pas de cadeaux, mais je fais un cadeau pareil. Là, mais je voulais avoir un cadeau qui avait de l'impact. OK. Puis moi, à l'école, j'ai jamais aimé lire. J'ai pas fini mon secondaire. Tu sais, moi, lire les contes de fées, là... Tu sais, je trouve ça pour toi, l'école, c'est des contes de fées? Non, mais tu sais, on avait des lectures obligatoires à faire. Puis souvent, les livres qu'ils nous proposaient, des fois... c'est ça, tu sais, c'est une histoire de princesse ou de tueur ou whatever. Tu sais, ça me parlait pas. Mais des dernières années, j'ai découvert les livres de croissance personnelle. Et puis ça me parle énormément beaucoup. Puis cette année, c'est ça que j'ai donné à ma famille. J'ai trouvé un livre de croissance personnelle pour chacun des membres de ma famille. Est-ce que tu en as un en particulier que tu dis, tu sais, des fois, il y en a des tops. Là. Moi, vas-y, mais j'en ai un que j'aime bien. Je n'ai acheté plein de livres. Là, je suis comme parti. Moi, je fais rien à moitié. Là, fait que je suis comme parti à acheter plein de livres. Je vous garde, let's go. Présentement, je suis en train de lire le livre de Ryan Serhant, The Way of Selling. Ryan Serhant, qui est un courtier aux États-Unis, que présentement, c'est le top courtier au monde, qui est super intéressant parce que il parle de la vente. Puis n'importe qui est entrepreneur, il faut que tu vendes. Vendre, c'est contrairement à ce que les gens pensent. Regardez le produit, comment il est beau. C'est pas ça de vendre. Créer l'émotion. C'est pas ça de vendre. C'est d'être toi-même, puis d'être... Bref, c'est un livre super intéressant. Fait que tout ça pour dire que j'ai donné un livre à toute ma famille parce que tu disais que c'était important de lire. Puis je pense que c'est le plus beau cadeau que j'aurais pu leur faire, c'est de... Si tu avais un livre à choisir, puis j'espère peut-être que tu te diriges vers tes livres à toi, ce serait quel livre que tu suggérais aux gens d'aller lire et pourquoi? Ben moi, je dirais de lire les livres de Boris Cyrulnik en général. OK. Pourquoi? Parce que c'est honnête que c'est le père du concept de la résilience. C'est lui qui, au départ, c'est le vilain petit canard... Des saisons et des âmes que j'ai lu. Là, j'ai acheté son dernier livre, là, qui est très intéressant. Là. C'est lui qui a décidé à un moment donné de faire des recherches sur les enfants qui avaient passé à travers l'Holocauste et pourquoi ils s'en étaient bien sortis. Parce que tout le monde, on regarde toujours
comme pourquoi les gens vont mal. Mais lui, il a décidé de regarder pourquoi il y a des gens qui ont traversé des choses horriblement difficiles qui s'en sont bien sortis. Et moi, d'ailleurs, c'est Stéphane Bureau qui avait eu une entrevue avec lui, je me rappelle pas quand, à Radio-Canada, puis c'est là que je l'avais découvert, j'avais fait « Oh, wow! » L'ensemble de son œuvre est exceptionnel. Est-ce que c'est un type d'écriture que tu essaies de... Pas du tout. Tu es indépendant. Je ne serais pas capable d'écrire comme lui. Ah oui, hein? C'est lui, c'est un scientifique. Là. Moi, je ne suis pas... Mais il vulgarise très bien ce qu'il fait. Wow. Puis le livre Astitifif, qui est ton succès, je pense, qui est ton plus grand succès jusqu'à maintenant, c'est toutes tes lectures. D'ailleurs, je vais aller chercher un de tes livres ou deux, puis c'est sûr que je veux lire. Mais c'est quoi qu'on vient parler sans te dire le punch, puis c'est quoi dans le fond, Astitifif, c'est que en 2010, moi, j'ai décidé de sortir ce livre-là parce que moi, j'avais vécu des trucs horribles à l'école en lien avec l'homophobie, même à une époque où je savais même pas que j'étais gay, puis... Mais c'était moins connu aussi dans ce temps. C'était moins accepté aussi dans ce temps-là. Quand j'étais jeune, mais écoute, c'était terrible. Là. Moi, en plus, j'étais à la campagne. Écoute, oublie ça, là. Puis juste parce que je m'exprimais différemment. J'étais un enfant plus intellectuel. Puis, tu sais, j'étais pas un enfant qui était outillé physiquement, là. Je veux dire, je suis venu au monde, j'avais des problèmes avec mes pieds. J'ai pas, tu sais, même encore, j'ai des orteils. J'ai porté des bottillons orthopédiques toute mon enfance. Donc, j'étais pas outillé pour être comme les autres garçons. Fait que j'ai développé d'autres aptitudes. La lecture, le bricolage, la cuisine, tu sais, des affaires qui étaient plus réservées aux filles. Là. Puis, à un moment donné, quand tu arrives autour de 40 ans, tu te dis, ben là, tu veux laisser un meilleur monde, parce que moi, j'ai pas eu d'enfant. Là. Puis là, je voyais qu'il y avait des jeunes qui vivaient la même affaire que j'avais vécue. Je dis, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Puis encore aujourd'hui, là. Puis ça n'a pas de bon sens, là. Je veux dire, les lois sont supposées nous protéger. Pourquoi les lois ne sont pas appliquées à l'école? Puis c'était un peu ça. Fait que c'était mon histoire. Puis en deuxième partie, c'était des histoires de jeunes qui vivaient ça encore. Et là, moi, quand j'ai sorti ça, je me rappelle, j'allais en entrevue, tout le monde disait, on pensait que c'était réglé, cette affaire-là. Je disais, non, c'est pas réglé. Même en 2025, c'est pas réglé. Oui. Tu sais, nous autres, on a fait un sondage l'année passée. Puis un jeune sur deux, entre 15 et 17 ans, disent avoir été victime de violences, d'intimidation, de discrimination à l'école ou autour de l'école. C'est énorme. À cause de la diversité, parce qu'ils font partie de la diversité sexuelle et de genre. Ouais. C'est énorme. Fait que c'est loin d'être réglé. Puis pas juste ça, tu te dis, on a un problème de société parce qu'on n'est pas capable de régler le problème. Pourquoi qu'on n'est pas capable de régler ce problème-là? Pourquoi? Je sais pas. On s'y attarde pas. On s'y attarde pas. On n'en parle pas assez. On va parler plus de racisme. On va intervenir plus sur le racisme dans les écoles qu'on va intervenir là-dessus. Oui. Encore aujourd'hui. Ça s'est amélioré. On est chanceux au Québec. Dans des pays, je peux te dire que ça part de plus loin que ça. Là. On est chanceux, mais on a du boulot. C'est tellement un gros sujet. On pourra en parler longtemps parce que c'est pas juste pour les enfants non plus. Il y a des adultes aussi. Attends une minute. Quand quelqu'un vit de l'intimidation dans une école, là, c'est pas juste l'enfant qui souffre, là. C'est sa famille au complet. Oui. J'en ai des frissons à en parler, mais oui, 100%. Oui. C'est tout le monde qui souffre. Puis il n'y a personne qui gagne là-dedans. Là. C'est prouvé, d'ailleurs, que les jeunes qui vivent l'intimidation, oui, c'est prouvé qu'ils ont plus de problèmes de santé mentale, mais c'est prouvé aussi que les jeunes qui intimident les autres, eux aussi vont avoir des problèmes sociaux importants. Il n'y a personne qui gagne là-dedans. Là. Ils vont avoir plus de problèmes de consommation de drogue, d'alcool, ils vont se retrouver dans des relations toxiques à l'âge adulte, violence conjugale et tout, là. Violence faite aux enfants. Il n'y a personne qui gagne là-dedans. Est-ce que tu as déjà revu ou reparlé à des gens qui t'ont intimidé quand tu étais plus jeune? Ou... Oui, quand j'ai sorti mon livre, là, oui. Ils t'ont approché ou... Oui, à un moment donné, il y en a un qui m'est venu me dire, on était cave. Je dis, ben oui, mais regarde, moi, dans mon livre, je dis, écoutez, là, si je vous demande pas de venir vous excuser et tout ça, parce que c'était une époque, hein. Fait que, puis j'en veux pas. Moi, j'en veux pas. J'ai plus de rancune, j'ai plus de colère, j'ai plus de peine. Sauf que je vous demande, par exemple, de m'accompagner dans mes efforts pour régler ce problème-là. Mm-hmm. Moi, quand je suis sorti de l'armée, j'étais 14 ans dans les forces, tu sais. Puis quand j'ai sorti de l'armée, c'est quand j'ai découvert mon why. Ouais. Je me posais la question, pourquoi est-ce que je fais qu'est-ce que je fais, tu sais?
Puis bref, ça m'a poussé à changer de carrière complètement. Puis ça m'a poussé à faire le podcast aujourd'hui puis à faire plein d'initiatives. Ouais. Yann Lajoie, lui, son why, c'est quoi? C'est une super bonne question, puis j'aime ça. Je pense que le why évolue à travers les années, à travers les challenges de la vie. Mon père est en fin de vie présentement. Puis ça m'amène tellement une autre perspective de prendre soin de mon père, qui était mon super-héros, puis je le vois, puis ça me fait pleurer. C'est tough, ces moments-là. Puis l'amour va faire changer aussi. Quand tu tombes en amour avec une personne, ça va te pousser aussi. C'est un super bon motivateur là, pour laisser. So, mon fameux why, inspirer des gens à passer à l'action. Parce que je me rends compte que beaucoup de gens attendent comme ça, puis ils ont un de potentiel. Tu as le goût de te donner des tapes, c'est faux fun, des tapes, puis let's go. Puis je prends Dave qui est venu s'asseoir à côté de moi, que j'ai inspiré à travers cette journée-là, qu'il y avait 1000 personnes qui étaient dans la salle. Tout ça, je pense que je suis convaincu que je peux le faire encore plus gros. Fait que c'est difficile parce que je dois provoquer les choses, je dois me mettre en action, je dois être ambitieux, je dois être innovateur pour faire des conférences, puis que ça soit réuni ça. Parce qu'à chaque fois, c'est des mois de préparation, c'est du cash que tu mets sur la table, c'est ton nom qui est là. Là, j'ai des fêtes, j'ai l'expérience, c'est plus facile. Mais à chaque fois, faire des événements, c'est tough. Parce que tout le monde va dire, je vais être là. Puis la première journée que j'avais fait mon événement, on était dans 5 chiffres, pas loin de 6 chiffres. Là. Pas loin de 100 000 là, pour cet événement-là. J'avais 4 billets vendus 2 semaines avant. Mais non. 4 billets. On a eu 859 personnes, là, je me trompe pas. 859? Qui sont venus là, cette journée-là autour de ça. Mais là, j'avais 4 billets. Puis attends, tout le monde m'appelle. Hey, ta vente de billets va comment? Là, j'étais à 2 semaines d'événement. Ah oui. Puis tous mes chums m'ont dit, je me prends un billet. Moi, je suis là, je refresh. Il doit y avoir un bug avec Ticketmaster. Non, ça va super bien. La salle va être remplie. Puis à un moment donné, t'es comme, oui, je suis optimiste, mais t'es la réalité. Ouais. Puis t'as 4 billets. C'était capoté. Puis j'ai vendu des sponsorships qui m'a aidé à payer une fois. Fait que je dit, il va y avoir plein de monde. Puis j'ai des gros noms qui sont sur stage. S'il y a 10 personnes dans la salle ou 100 personnes dans la salle, sur 1000 places, c'est un 2 étages, c'est huge. Là. Ça me faisait peur. Puis mon plus gros événement que j'avais fait, c'était 100 personnes. J'avais eu de la misère à le faire. Puis moi, je passe de 100 à 1000. Bonne idée. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, encore une fois, tu sais, c'est... On le fait ou on le fait. Je l'ai choqué 800 fois. Puis quand j'ai décidé, OK, là, je vais all-in, je le fais. Mais après, c'est là que l'univers, whatever, tout se met en place. Faut que tu y crois. Encore une fois, une couple de jours avant, j'ai arrêté de checker la vente de billets. J'ai dit, you know what, regarde, je vais all-in, je donne mon 120%, puis ça sera ce que ça sera. C'est ça. Puis la journée de l'événement, j'ai des larmes aux yeux, c'était rempli, il y avait du monde. Puis moi, je suis le stress parce que, en plus d'organiser l'événement, c'est moi qui parlais, qui rouvrais le stage. Okay. Mais ça, j'ai oublié ce bout-là. Fait que moi, je suis tout en train de planifier l'événement complet. Ouais. Puis là, demain, hey, c'est vrai, il faut que je parle. Mais tu sais, je vais faire ça plus tard, c'est pas grave. Là, on arrange X. C'est juste des challenges. Les journées de l'événement, on teste le clicker. Clicker ne marche pas. Tu sais, whatever. C'est une petite affaire sur toute la reste. Mais quand les conférenciers sont habitués avec ça. Fait que tu sais, c'est tout plein de mini-challenges qui arrivent ou des gros dans ta journée. Puis c'est de juste comme rapidement être allumé. OK, c'est quoi la solution? Fait que j'ai envoyé un gars, j'ai cherché un clicker, ça a pris 1 heure. En tout cas, long story short, on a réussi à en trouver un, ça a fonctionné. Puis ça a été correct, c'était le running gag de la journée puis de l'année d'après. Puis, tu sais, cette année, ils vont avoir un nouveau qu'on le fait. J'ai peur à chaque fois de le faire parce que c'est mon nom, c'est du cash, c'est beaucoup d'organisation, c'est beaucoup de temps. Mais encore une fois, quand Dave est venu là puis il m'a dit, bro, cette journée-là, ça m'a inspiré autre, je suis comme, wow, ça me donne un purpose, un petit purpose. T'es-tu capable de nous donner un petit insight? Ça va être quand? Ça va être où? Qui va être là? 3 avril. As-tu quelque chose? 3 avril. Montréal. L'endroit, là, je l'ai déterminé. Je n'ai pas signé le contrat encore, fait que je ne dirais pas cet endroit-là. Okay. Action3s.com, là, il devrait sortir d'ici le temps que le site devrait sortir, le teaser. En théorie, on a Georges Saint-Pierre. Okay. Je sais pas si je dois le dire, mais il est signé. En théorie, j'ai le droit de le dire, je sais pas quand ça va sortir. Mais bon, sorry, je l'ai dit. Puis j'ai d'autres conférenciers vraiment sharp là, qui vont être là. Très cool. Juste pour vous dire, une fois, mon plus tough, c'est d'avoir des superstars de même. Après, je vais voir n'importe quel sponsor ou autre. C'est des gens qui aiment ça commanditer. On a des super beaux spots là, pour ça. On va avoir un petit cocktail VIP là, par la suite. On va avoir de la protéine, of course, qui va être là cette journée-là. On a des bars à eau, puis des bars de protéines qui sont là, puis ce volet-là. Je veux focusser sur business et sport. Fait que ça va être vraiment ces 2
mariage-là que je veux amener parce qu'il y a tellement une belle corrélation avec le sport d'endurance, parce que l'entrepreneuriat, c'est un sport d'endurance. On a réussi à inventer quelque chose, c'est qu'au début, on a commencé tranquillement. Puis comme on avait une belle clientèle, certaines grosses compagnies comme Rogers, les vêtements sur mesure, nous ont dit « Hey, on aimerait ça s'afficher parce que vous avez une belle clientèle. » Tu sais, c'est notre clientèle cible. Fait qu'on leur a chargé un montant de commandite. Puis ces sous-là, on les a réinvestis pour avoir plus de conférences. Fait que comme on a eu plus de conférences, on avait plus de monde intéressant qui ont voulu joindre le groupe. Puis comme il y a plus de monde, bien, plus de commandites veulent commanditer. Fait qu'on réinvestit les sous des commanditaires, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour 1 600 $, tous nos membres ont accès à 80 à peu près formations par année, gratuits. Et non seulement c'est gratuit pour eux, mais souvent, l'alcool, la nourriture, la photo, et en plus, le droit d'inviter du monde, c'est gratuit. Fait que c'est là qu'on a réussi à avoir une valeur ajoutée incroyable versus le prix. Là, en fait, c'est démesuré comme valeur. Moi, c'est démesuré. Après un repas, au niveau que je t'ai rencontré toi, les rencontres que j'ai faites, à un repas, j'ai rentabilisé mes affaires. Puis on n'a même pas parlé encore de conférences, on n'a même pas parlé des contacts. Fait que pour 1 600 $, c'est tout est vraiment basé sur le donnant-donnant. Puis la valeur du groupe Performance pour nos membres est incroyable, mais la valeur de nos membres pour le groupe Performance est importante parce que le fait qu'on ait des gens de qualité, du monde comme Hugo Dubuc, comme Georges Saint-Pierre, comme Dave Morissette, comme puis Pierre Lavoie en passant, qui est le Québécois le plus extraordinaire, selon moi, qui existe. Là. Mais le fait d'avoir du monde de même, ça fait que les commanditaires veulent s'afficher. Puis le fait qu'on ait les commentaires nous fait qu'on est capable de donner une valeur ajoutée incroyable. Là, fait que c'est vraiment un beau coffre d'outils pour tout le monde. Je pense que de réussir à l'affaire, puis corrige-moi si j'ai tort, puis n'hésite pas à rajouter si tu veux, mais une façon de réussir, c'est de donner plus que tu reçois. Puis j'ai comme l'impression que le groupe Performance donne beaucoup plus que... Mais je te dirais que le groupe Performance donne beaucoup plus que ça coûte, mais je te dirais que n'importe qui que tu connais qui a du succès, c'est sa mentalité. T'sais, moi, je pense que le succès commence là où ton client a quelque chose qu'il n'a pas l'impression d'avoir payé. Si tu mets 100 $ d'essence dans ta voiture, puis il t'en donne pour 100 $, hein? Mais s'il t'en donne pour 100 $, puis en plus, il te sourit, il est gentil, te dit bonjour, puis tu souhaites une bonne journée, c'est là que ça commence le succès. Fait que je pense que n'importe qui va avoir du succès, tout le monde va faire leur bilan prévisionnel au début ou en fin d'année, puis on va dire qu'est-ce qu'on peut couper, puis qu'est-ce qu'on peut sauver comme argent, puis où est-ce qu'on peut faire plus d'argent. Moi, je pense que la question première de n'importe quel entrepreneur, c'est s'asseoir régulièrement et dire qu'est-ce qu'on peut donner de plus à nos clients. Et quand tu commences à penser comme ça, que ce soit pour aller chez des commanditaires, que ce soit pour aller chez des clients, là, tu es dans la bonne voie. Fait qu'il ne faut pas penser en comptable. Un comptable, lui, c'est mathématique. On va couper les dépenses, on va couper ici, on va augmenter le prix. Mais moi, je vous dis, il faut faire l'inverse. Il faut dire, tu sais, à Apple, quand ils te servent une boîte pour te donner un ordinateur, la boîte est parfaite, c'est beau, c'est fiable, c'est moins compliqué. Ils vendent un Apple 2 fois plus cher, mais on l'achète pareil. Fait que c'est pas comment qu'on peut charger plus, où est-ce qu'on peut couper, c'est qu'est-ce qu'on peut donner de plus à nos amis, à notre famille, à notre blonde, à nos commanditaires. Puis la seconde que tout le monde pense de même, tout le monde gagne. Wow. Définitivement. Fait que la morale de l'histoire, pour les gens qui nous écoutent, venez au groupe Performance parce que le chiffre, il s'arrête à 1000. On est présentement, on ne peut pas dire 628 à peu près. Puis normalement, d'ici le 1er juin, on n'aura plus de place. Pourquoi qu'on fait ça? C'est justement, tu sais, j'ai commencé à vous dire qu'on vit dans un monde digitalisé. D'autres, c'est en personne. Puis pour moi, la valeur d'un ami, David, tranquillement pas vite, devient mon ami. Pourquoi? Parce que je le vois régulièrement depuis un petit bout. Est très inestimable. Fait que si on est trop de monde, tu sais, moi, je viens d'un petit village. Au Lac-Saint-Charles, tout le monde se connaît. Mais déménage à New York, tu connais pas ton voisin de palier. Fait que c'est pour ça que l'objectif du groupe Performance, c'est pas d'être le plus de monde possible. C'est d'être 1000. Puis 1000, pour nous, c'est un chiffre magique que Québec, Montréal, Drummondville, un peu partout, au bout d'un certain temps, tu viens que tu connais à peu près tout le monde. C'est créé un peu comme à l'école. En fin du secondaire, au secondaire, on connaissait à peu près tous les élèves du secondaire. Ouais. Mais s'il y aurait eu soit à l'université, puis il y a 40 000 étudiants, tu connais à peu près pas personne. Fait que c'est un petit peu ça. Fait que oui, s'il y en a qui ont de l'intérêt, faites ça vite. Puis c'est pas, tu sais, dites-vous pas, je suis assez gros pour ça, je suis assez riche. Ça n'a aucun rapport avec l'argent. T'es-tu une bonne personne? T'es-tu motivé? T'as-tu des bonnes intentions? Tu veux-tu t'améliorer? Si la réponse est oui, go, ça fit. D'ailleurs, on va mettre le lien en bio
pour aller au groupe Performance, aller sur ton site Internet. Oui. Fait que les gens vont pouvoir y avoir accès. Sinon, comment est-ce que les gens peuvent un peu... Avec un grand plaisir. Je suis pas bon au téléphone parce que quand je parle par respect, je réponds pas. Mais s'il y en a qui voudraient me texter, 418-933-2690. Ça va me faire plaisir. Puis pour être dans le groupe Performance, dans le fond, les gens doivent répondre à 7 critères, si tu me permets de les nommer. 100%, ça met les choses bien au clair. Pour être dans le groupe Performance, dans le fond, les gens doivent être en affaires. Parce que l'idée, c'était pas de se vendre de quoi à tout prix, c'est vraiment de devenir amis. Avec l'amitié vient la confiance. Et la confiance, selon moi, est l'ingrédient pour développer les affaires, et non l'inverse. Faut pas que tu commences par essayer de vendre de quoi à quelqu'un. Sois donc gentil, puis développe une relation. Il est là le secret pour réussir. Deuxièmement, il faut que les gens aient des produits et services de grande qualité. Sans être parfait, on veut qu'ils soient professionnels. Troisièmement, on oblige les gens, entre guillemets, à s'entraîner une fois par semaine. On veut vieillir. Encore là, on parle de succès. Même si quelqu'un serait très dans le succès, s'il n'est pas en forme, ça ne donne pas grand-chose. On veut que les gens aussi participent une fois par mois aux activités. On a besoin que les gens aient une belle curiosité intellectuelle. C'est une formation continue. Fait que si quelqu'un dit hey, « moi, il me reste 10 ans à travailler, plus besoin d'apprendre grand-chose », c'est pas la bonne place. Donc, quelqu'un qui va apprendre, c'est merveilleux. Et la dernière affaire qu'on dit un peu en farce, mais c'est un peu vrai, si jamais tu as un doctorat en Arbeit, on ne veut pas t'avoir. Pourquoi on va avoir du fun? Puis s'il y en a un qui bougonne tout le temps, c'est ça. À partir de là, c'est juste au niveau du mindset de rencontrer. Tu sais, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que je rencontre un paquet de monde plus intelligent, plus connaissant que moi dans plein de domaines. Puis tantôt, j'ai appris sur le vin, puis tu vas m'apprendre d'autres choses, on va t'apprendre. Fait que l'échange d'idées puis la qualité des gens qu'il y a là-dedans, c'est tout à fait extraordinaire. Wow. C'est pas une dépense, c'est vraiment un investissement. 100%. Oui. Je suis totalement d'accord. On a donné plein de bons conseils sur l'entrepreneuriat. Je sais que tu pourrais continuer la journée au complète. Si tu avais un bon conseil là, à quelqu'un qui veut se lancer d'affaires, peu importe le domaine, ça serait quoi? Grosse question, mais... Juste un? Mettons, 3? OK, 3, tu me donnes une chance. Là. Okay. Le premier, mon père disait souvent, « Si jeune savait, si vieux pouvait ». Si jeune savait. Oui. Mon père me disait tout le temps ça. Si jeune savait, en voulant dire quand t'es jeune, tu sais pas grand-chose, mais t'as plein de pouvoir puis t'as plein de temps. Le vieux, lui, il sait, mais il commence à manquer de temps. Je comprends. Fait que moi, je pense que le plus bel outil que je donnerais à tous les jeunes et que j'enseigne à mes enfants, parce que j'ai 6 enfants d'ailleurs, c'est sois donc assez humble pour prendre quelqu'un qui est très bon dans quelque chose. Prends ton argent, là, puis invite-le à dîner, puis pose-lui des questions. Servez-vous des connaissances des autres. Quelqu'un qui a passé 20 ans en immobilier, sur le fait d'immobilier, au lieu de te péter la gueule 3 fois, va donc dîner avec. Il va te le dire quoi faire, pas quoi faire. Étudie, apprends. Ça serait vraiment la première chose. Puis, peu importe le domaine, si je serais dentiste, j'irais voir celui qui réussit le mieux. J'y paierais son dîner, puis du filet mignon, même si je n'aurais pas les moyens, apprends-moi ce que tu fais pour que ça marche. Puis Brian Tracy ou Jack Canfield vont dire souvent, le succès, c'est comme n'importe quoi. Si tu veux apprendre à être un avocat, il faut étudier le droit. Tu veux apprendre à être un plombier, il faut étudier la plomberie. Mais si tu veux avoir du succès, il faut que tu étudies le succès. Si tu fais la recette du succès, tu vas avoir du succès. Puis si tu fais la recette d'un gâteau au chocolat, tu vas avoir un gâteau au chocolat. Puis si tu fais la recette de ceux qui sont des losers, tu vas être un loser. Fait que ça veut dire que je mettrais une grande partie de mon énergie à vouloir copier les comportements des gens qui réussissent et qui sont heureux. Fait que ça, c'est le premier. Extraordinaire. Deuxième, les gens d'affaires, on est des excessifs. Souvent, moi, l'erreur que j'ai faite, j'ai voulu aller trop vite. C'est trop vite parce que quand tu as 20 ans, attendre un... Tu as été comme au sommet de l'immobilier, à faire plein de flips, à avoir ton émission de télévision. Et aujourd'hui, avec une mission complètement différente. Quelqu'un qui veut se lancer dans l'immobilier aujourd'hui, tu lui dirais quoi? Bien, en ce moment, on est dans un drôle de moment de notre vie, mais moi, j'aurais l'impression de dire à ces gens-là qu'il faut qu'ils apprennent, premièrement. Le plus gros défaut, c'est le manque de connaissances. Fait que de s'éduquer, c'est la première étape, je crois, dans ce milieu-là. Pour moi, l'immobilier, ça devrait être une discipline qui devrait être enseignée à l'université. Il devrait avoir un DEP, il devrait avoir un DEC, puis il devrait avoir un bac, puis après ça, tu devrais faire une maîtrise. Puis, tu sais, ça devrait être une discipline qui devrait être admise
dans les cahiers académiques du gouvernement. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Fait que donc, vous devez aller dans des écoles et essayer de vous former dans des écoles privées comme la nôtre ou d'autres écoles qui existent. Réseauter. Hein? Je pense que c'est un milieu où que le transfert de connaissances se fait beaucoup en contact d'un à l'autre, dire comment tu as fait ça, comment tu le fais, comment ça se fait beaucoup. Après ça, c'est les conseils que j'ai à dire, c'est souvent de se trouver un secteur, un territoire, un endroit. T'sais, on ne peut pas être jack of all trades, être partout en même temps. D'avoir un secteur précis. Moi, je viens de Saint-Jean, j'essaie de travailler à Saint-Jean. Malgré que domicile fixe, on vise à l'implanter dans les 10 villes où l'itinérance fait le plus de dommages. Mais dans le cas de l'immobilier, quelqu'un qui commencerait, je dirais, de choisir un secteur et de devenir un peu le maître de ce secteur-là. Et quand je dis le maître, c'est de maître dans le sens de maîtriser le secteur. C'est de connaître toutes les subtilités de l'environnement de la région, la politique, comment elle fonctionne, les troubles de la communauté, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, c'est quoi les besoins. Après ça, c'est de trouver un véhicule qui est adapté à nos capacités et à notre volonté. Tu sais, je connais, moi, personnellement, je fais de l'immobilier commercial. On fait dans des logements de précarité. J'ai touché à du logement de luxe. Mais moi, c'est ça qui me plug. Tu sais, il y a toutes sortes de disciplines dans l'immobilier. Je pense qu'il faut trouver la sienne pour être le mieux dans ce qu'on fait. Puis, ultimement, les gens qui se lancent dans l'immobilier pour faire de l'argent, ça ne fait pas long feu. T'sais. Moi, je crois que puis je suis vraiment d'avis que les gens doivent avoir une mission interne, doivent avoir un why, doivent répondre à quelque chose. T'sais. Dans tout ce qu'ils font, en fait. T'sais, les gens qui sont en train de faire ce studio-ci, ils doivent répondre à quelque chose. T'sais. En dedans d'eux autres, ils doivent avoir une motivation. T'sais. Puis ça, souvent, les gens qui se plantent en immobilier ou les gens que je vois qui sont en échec, dans tous les domaines, au final, c'est qu'ils ont manqué de pourquoi. Puis, si ta réponse, c'est pour faire du cash, il y a plein d'autres métiers qui vont te permettre de faire de l'argent, puis ils vont être crissement plus faciles que l'immobilier. Puis aujourd'hui, ton pourquoi à toi, c'est quoi? Vaincre la précarité résidentielle. Je pense que c'est le plus gros why que je me suis donné, c'est d'aller de l'avant, puis c'est celui de domicile fixe. C'est de dire, si moi, je suis né avec les capacités cognitives que j'ai, puis j'ai les capacités, puis j'ai acquis ce que j'ai acquis comme bagage aujourd'hui, si moi, je suis capable de faire une différence, ne serait-ce que pour une personne, je devrais être responsable de la faire. Puis c'est exactement ce que je fais. Puis ultimement, je fais ça pour moi, puis je fais ça aussi parce que j'ai la responsabilité de transmettre à mes enfants des valeurs qui vont être des bons contribuables. Puis être un bon contribuable, c'est pas juste de payer son rapport, c'est ses cotisations d'impôts, c'est d'être capable de contribuer à une meilleure société. Puis ça se fait dans la transmission de valeurs, ça se fait dans l'éducation, puis cette éducation-là, ça part par l'exemple que moi, je peux donner. Ça me donne des frissons. Je pense que la société a besoin des GF. La société a surtout besoin de valeurs. A besoin de valeurs, c'est surtout ça qu'elle a besoin. Je veux dire, sans des gens comme toi, ce qui fait ouvrir les yeux aux gens sur les valeurs qui doivent être instaurées, sans des gens comme toi qui prennent l'initiative, ça serait trop facile pour toi de continuer à faire des flips, faire plein d'argent. Là. Mais t'as une raison d'être. Et puis ça, je trouve ça complètement admirable. Merci, mais tu sais, au final, ce que je vise, si j'ai un message à passer aujourd'hui, puis c'est celui qu'il faut qu'il soit entendu, c'est que tout le monde peut faire partie de cette solution-là. C'est une question de décision. Puis on est toujours à une décision près de pouvoir changer quelque chose pour soi, pour les gens qui nous entourent, pour même le Québec. Puis d'être capable de l'amener à ce niveau-là, c'est juste une question de volonté. C'est combien que tu le veux pour vrai. Puis le why, au final, va faire toute la différence. Parce que la motivation, là, il y en a qui disent discipline versus motivation. Oui. Mais si tu n'as pas la motivation, c'est clair que tu ne prendras jamais la discipline. Ça, c'est évident. Faut que Puis regarde, moi, je suis très motivé aujourd'hui, là, parce que j'ai du vin. Ça, c'était mon vrai why. Initialement, c'est le même qu'Isabelle a close de ça. Là. C'est dire, elle m'a pogné sur une corde sensible. La valeur des agrumes. Ouais.
Bon, donc voilà, vous avez assisté à tous les meilleurs extraits. Je voulais particulièrement remercier toute l'équipe qui sont ici à côté de moi. Sans eux autres, rien de tout ça serait possible. Donc, du plus profond de mon cœur, merci à vous tous. Et puis, on vous attend pour une saison 2, 2 fois plus gros, 2 fois plus fort, 2 fois meilleur. Donc, merci de tous les gens qui nous écoutent semaine après semaine. C'est extrêmement apprécié. Allez liker toutes nos plateformes. Il y a plein de nouvelles choses qui s'en viennent pour le podcast aussi, au niveau de remettre à des bonnes causes, au niveau de la merch qui s'en vient. Bref, ce n'est qu'un début. Donc, bonne écoute. Merci pour la saison 1. Puis on se voit très bientôt pour le premier épisode de la saison 2. Voilà. Yeah! OK.